Du coup, les systèmes de paiement niveau 2, comme Lightning, sont vraiment des systèmes qui permettent de scaler, qui permettent de faire que les paiements sont quasiment instantanés, typiquement moins d'une seconde ou moins de quelques secondes. C'est plus rapide que de faire un paiement par carte, c'est assez génial. Et je ne serais pas finalement surpris que l'adoption de Bitcoin de masse soit par le système de paiement et pas nécessairement par le système de valeur refuge. Et je pense qu'il faut faire un cycle pour vraiment, tu vois, savoir dire ok, en fait non, en fait c'est la monnaie du futur. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la chaîne Découvre Bitcoin. Je suis avec Nicolas Butré. Bonjour et merci beaucoup à toi d'être ici. Alors le plus simple, c'est que tu commences par te présenter parce que tu as de multiples casquettes, on te connaît surtout par rapport à Bitcoin Beach. Mais si tu peux nous expliquer pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu exactement et pourquoi Bitcoin, enfin pourquoi tu es dans Bitcoin? Ouais. Donc j'ai une casquette USF, mais je suis donc nationalité française, j'ai vécu les 6-7 dernières années aux États-Unis. Je suis aux États-Unis parce que ma première boîte que j'ai fondée en France, je faisais de la réalité virtuelle. D'accord. Et j'ai levé de l'argent ici et en fait bon, la réalité virtuelle se passait en Californie, du coup j'ai déménagé là-bas en 2015. Et pour faire l'histoire courte, je suis allé dans le milieu du blockchain en 2017, début 2018. Au début, c'était pas sur Bitcoin. J'ai un background qui est technique, donc en fait, j'ai vraiment approché le blockchain avec côté technique, maths et tout. Et du coup, j'ai commencé par Ethereum. Ouais. Et j'ai créé un projet similaire à Ethereum. Et en fait, dans cette période-là, j'ai du coup découvert ce que c'était toute la partie économique, finance, quelque chose dont j'avais pas vraiment de notion avant. Et j'ai compris assez rapidement qu'en fait, ce qui est important dans cet écosystème, c'est Bitcoin. C'est là où je pense que tous les entrepreneurs doivent focaliser leur énergie. Bitcoin, c'est notre chance pour qu'on ait une monnaie qui soit indépendante du gouvernement. Et je pense que le monde serait mieux en fait si c'était le cas. Et du coup, je pense que tous les entrepreneurs qui comprennent à la fois le côté technique, à la fois le côté économique, finalement doivent se dire ok, Bitcoin, c'est le big deal. Du coup, j'ai décidé de quitter le projet auquel je travaillais avant et de dire je vais lancer quelque chose dans le milieu du Bitcoin en 2019. Au départ, je réfléchissais j'habitais aux US, de lancer une sorte de banque sur Bitcoin. D'accord, néobanque. Néobanque, mais vraiment focalisé sur Bitcoin et vraiment l'idée d'utiliser le système de paiement Bitcoin. Parce que pour moi, le côté Bitcoin comme une valeur refuge, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, accepté de manière assez large dans l'écosystème. Évidemment, il y a des milliards de personnes à convaincre encore, mais on a les arguments de pourquoi est-ce que Bitcoin fonctionne en valeur refuge. Puis ils vont le voir. Ouais. D'un moment, si ça continue à monter, ils vont bien se rendre compte qu'il y a un truc. Par contre, le paiement, c'est encore autre chose. Le paiement, voilà. Et le paiement, pour moi, c'est quelque chose où c'est nouveau. C'est pas encore évident que le Bitcoin et le paiement. Enfin, pour moi, c'est évident, mais c'est plus dur de convaincre les gens. Ouais, c'est encore un avis, même dans l'écosystème Bitcoin ou plus généralement blockchain, le fait que le paiement soit un des cas d'usage clés, c'est pas encore évident. Et du coup, j'ai créé Galoy en me disant, voilà, je vais créer un projet, une néobanque, peut-être aux US, pour essayer de montrer qu'en fait ça marche. Alors aujourd'hui c'est aux US parce que tu m'as dit en caméra que tu es un peu digital nomade. Donc, comment ça se passe entre la régulation française, US, Bitcoin, il n'y a pas vraiment de régulation. C'est partout dans le monde. Donc comment tu essaies d'interpréter ça? Alors j'étais vraiment focalisé aux US. Okay. Je ne connais pas vraiment la régulation française. Je pense que tu as fait le bon choix. Et hier j'ai vu un workshop du coup et j'ai quelques idées depuis hier et ça a l'air d'être... Franchement, les US c'est aussi super compliqué. La différence, c'est peut-être les US c'est un plus gros marché, du coup ça justifie peut-être plus les coûts initiaux pour avoir les licences et tout aux US plus qu'en France. Mais bon, sans rentrer dans le détail des régulations, j'ai assez rapidement compris que faire du paiement sur Bitcoin aux US en 2019-2020, c'était probablement, le timing n'était pas très bon. Parce qu'en fait, il y a... Encore trop tôt?
trop tôt et trop de contraintes en fait d'un point de vue régulatoire. Et du coup, si tu veux lancer aujourd'hui une banque sur Bitcoin aux US, tu vas devoir dépenser énormément d'argent pour toute la partie régulation. Et du coup, si tu veux essayer de prouver que Bitcoin fonctionne en système de paiement, est-ce qu'il vaut mieux bosser sur la partie technique ou est-ce qu'il vaut mieux bosser sur la partie régulatoire? Mon parti pris était de dire, je pense qu'aux US, c'est pas là que ça va se lancer. Pour une raison aussi additionnelle qui est qu'aux US et en Europe d'une manière générale, en fait, il n'y a pas besoin de Lightning, de Bitcoin pour faire un paiement. Ma carte Visa, elle est acceptée partout, ça marche concrètement. Même s'il y a plein de raisons pour lesquelles Bitcoin est un système supérieur à Visa, je pense que si les gens n'ont pas vraiment de raison de l'utiliser au jour le jour, c'est dur d'avoir l'attraction, c'est dur de créer c'est la loi du x10 et on sait qu'en réserve de valeur ça fait le x10, c'est tellement mieux. Par contre pour le paiement, à part justement dans El Salvador ou des pays, on va en venir, des pays un peu qui en ont besoin, c'est pas évident. Du coup je me suis dit en fait, bon non les US c'est pas le bon endroit et j'ai dit bon ben voilà je vais essayer de trouver un autre pays dans lequel je vais pouvoir expérimenter, créer une wallet sur Lightning et essayer de montrer qu'en fait on peut utiliser, voilà, je travaille sur la technologie, j'essaie d'avoir un product market fit et puis après voilà, si ça marche tant mieux et on creuse. Du coup j'ai cherché où est-ce que je pouvais faire début 2020, dans quel pays aller, dans un endroit dans lequel il n'y aurait pas trop de contraintes d'un point de vue régulation. Des gens qui en ont besoin en fait, des gens qui veulent. Et des gens qui en ont besoin. Et El Salvador a été un des endroits assez rapidement, je me suis dit ouais là, en fait là ça a vraiment du sens. Pour plusieurs raisons. Un, j'ai rencontré une communauté qui s'appelle Bitcoin Beach, qui existait déjà quand j'ai rejoint le projet. Et en fait l'idée c'était d'essayer de créer dans un village à El Zonte, un village au bord de la mer qui est assez connu pour le surf, qui est maintenant connu pour le Bitcoin aussi. Donc ce village, il y avait déjà des gens qui commençaient à utiliser Bitcoin et Lightning pour faire des paiements. C'était vraiment balbutiant à l'époque. Et je me suis dit c'est un bon endroit parce qu'il y a des gens qui veulent le développer. C'est des gens qui n'ont pas d'expertise technique, donc moi je vais pouvoir peut-être travailler avec eux pour leur proposer d'utiliser une wallet que je crée pour eux. Du coup, ils auront des insights sur OK, ça va dans la bonne direction parce que plus de gens l'utilisent ou si moins de gens l'utilisent, pourquoi, et essayer de comprendre un peu. Ça, c'est une super force parce que du coup, tu as pu vraiment tester tous les jours sur place l'utilisation et l'onboarding et les frictions que les gens ont à utiliser ce système. Il n'y a pas mieux pour créer un produit que d'avoir une communauté enthousiaste qui utilise ton produit. Et pour eux, c'était génial parce que du coup, ils avaient vraiment un produit qui était adapté à leurs besoins. S'ils avaient des feedbacks, des choses à changer, on pouvait le faire de manière quasi immédiate. Et pour eux, c'est génial. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'imagine Bitcoin Beach est un succès aujourd'hui. Mais pour nous, c'est génial aussi parce qu'il n'y a pas meilleure finalement, manière de développer un produit que d'avoir des gens qui l'utilisent et qui te donnent des feedbacks au jour le jour. C'est une grosse. C'est quoi la taille un petit peu de cette communauté? Parce que souvent on entend Bitcoin Beach a changé le monde, entre guillemets, pour les bitcoiners. C'est tout un pays aujourd'hui, c'est 7 millions de personnes, mais réalistiquement, l'expérience à la base, c'est comme tu dis, c'est un village, c'est 3 000, 5 000. Alors il y a la loi Bitcoin qui est en train de changer complètement. Mais donc il y a avant la loi, après la loi, quelque part. Sûr, il y a vraiment Je parle de avant la loi, justement, tout ce test que vous avez pu réussir à créer. C'est une communauté de combien de personnes? Donc le village, il y a 3000 personnes. Okay. Avant que la loi passe, on avait quelques milliers d'utilisateurs. Donc ça a vraiment commencé dans ce village qui est El Zonte, Bitcoin Beach. Et il y a une espèce d'effet après de bord où les villages d'à côté. Donc aujourd'hui, pour te donner une idée, 80% des marchands à El Zonte acceptent Lightning. D'accord. Donc ça peut être, je peux aller à l'hôtel, je peux aller au dentiste, je peux aller faire mes courses, le restaurant, enfin quasiment tout faire. Ce qui est intéressant, c'est que les seuls marchands qui n'acceptent pas encore Lightning sont plutôt les hôtels de luxe ou les restaurants de luxe. D'accord. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin, parce qu'en fait, finalement, ils acceptent déjà des paiements par carte. Ils ont majoritairement, voire exclusivement en fait, des étrangers ou des gens de la capitale qui viennent mais qui sont suffisamment riches et qui ont une carte de paiement.
Du coup, ils ne ressentent pas le besoin en fait, d'accepter le paiement par Lightning. Et du coup, c'est vraiment un phénomène où c'est les gens qui ont finalement le moins d'argent, les gens les plus pauvres dans le village, qui ont tous commencé par adopter Lightning. Et j'adore cette comparaison parce que c'est vraiment un contraste avec les États-Unis ou j'imagine l'Europe, où il y a beaucoup de gens dans ces pays développés qui, pour moi, la majeure partie des gens qui en achètent sont des gens qui, en fait, comprennent l'économie, ont une bonne éducation financière, comprennent que le fait que la Fed, la Banque Centrale Européenne, imprime beaucoup d'argent, ça entraîne de l'inflation et donc il est quelque part, c'est une bonne idée de se dire tiens, je vais acheter des assets qui sont scarce, je ne sais pas comment dire, rares. Et du coup, ouais, dans ces pays développés, c'est vraiment pour moi les gens qui ont de l'argent qui sont probablement les premiers à se dire tiens, ça a du sens d'acheter des bitcoins. Au El Salvador, c'est vraiment, il y a un effet inverse. C'est les gens qui finalement sont financièrement en haut de l'échelle. Pour eux, ils ne voient pas nécessairement l'intérêt. Par contre, tous les gens qui n'avaient pas de compte en banque, tout d'un coup, ils ont un système où ils peuvent utiliser sans faire nécessairement d'avoir de documentation. Ouais. Et ça marche. Et du coup, il y a un effet opposé où c'est vraiment, aux US, c'est plus top-down en termes de wealth. Et l'adoption au El Salvador, c'est plus bottom-up et c'est génial. Et en plus, du coup, comme tu le dis, ça va parfaitement sur le paiement parce que c'est un besoin. En fait, tu es arrivé avec une solution pour, comme tu dis, 80% des marchands qui, du coup, on rappelle, El Salvador, c'est quand même une communauté où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Ouais, je peux entrer dans les détails. Il y a 70% des gens qui n'ont pas de compte en banque. 70%. C'est énorme, c'est énorme. C'est immense. Mais alors, c'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, une méfiance. Pourquoi personne a développé? Je sais que c'est des problèmes d'infrastructure généralement, mais c'est quoi la vraie limitation de cette adoption? Alors, pour moi, une des raisons principales, c'est parce que le pays utilise le dollar. D'accord. Et quelque part, c'est bien pour le pays d'une manière générale que El Salvador utilise le dollar. Parce que si tu regardes dans les autres pays d'Amérique latine, c'est une des zones géographiques dans lesquelles il y a beaucoup d'inflation, voire de l'hyperinflation. Du coup, le fait que le gouvernement ne contrôle pas sa monnaie, ça a des avantages et des inconvénients. Mais un des avantages, c'est que finalement l'inflation, elle est réduite par rapport aux pays avoisinants, ce qui est plutôt bien. L'inconvénient, c'est que maintenant, comme le pays est sur le dollar, le pays doit respecter la régulation américaine qui est assez importante. Et en gros, les banques n'ont pas vraiment de raison de dire les gens qui sont en bas de l'échelle financière, avec toutes les mesures de régulation, tous les documents qui doivent être demandés pour ouvrir un compte en banque. En fait, pour les banques, ce n'est pas intéressant financièrement d'ouvrir des comptes pour ces gens-là. Et ça, c'est vraiment une sorte de résultat du fait que toutes les politiques contre le blanchiment d'argent, et tu peux comprendre en fait initialement pourquoi ces politiques ont été créées, ça a du sens, on ne veut pas financer le terrorisme, du coup on a besoin de tous ces documents. Mais en fait, l'effet de bord de ça, c'est que du coup, ça coûte une certaine somme d'argent pour les onboarder. Finalement, pour les onboarder. Ils n'ont jamais rapporté ça parce que c'est des trop petits montants. Ouais. Et du coup, toutes ces régulations en fait qui sont imposées sur les banques font que, au El Salvador, il y a 70% des gens qui n'ont pas de compte en banque. Et du coup, solution, Bitcoin, Lightning. Exactement. Du coup, Lightning, tout le monde peut l'utiliser. Bitcoin, tout le monde peut l'utiliser à partir du moment où tu as un téléphone. Alors, pourquoi Bitcoin, ça marche pas nécessairement pour un système de paiement pour payer ton café, c'est parce que déjà il y a des fees qui sont non négligeables. Aujourd'hui les fees sont faibles, mais en fait il y a un système de marché qui fait que s'il y a beaucoup de gens qui veulent envoyer des transactions au même moment, les fees augmentent de manière... Et c'est un marché qui est hyper volatile. En ce moment c'est peut-être 50 centimes pour une transaction, mais ça se trouve ce sera $50 dans un mois. Ouais. Et aussi un paiement sur le niveau 1, ça prend du temps avant d'être confirmé et ça ne marche pas pour payer son café, quoi. Du coup, les systèmes de paiement niveau 2, comme Lightning,
sont vraiment des systèmes qui permettent de scaler, qui permettent de faire que les paiements sont quasiment instantanés, typiquement moins d'une seconde ou moins de quelques secondes. C'est plus rapide que de faire un paiement par carte, c'est assez génial. Et aussi les frais sont infiniment plus faibles que les frais sur le niveau 1. Alors, tu as beaucoup d'autres contraintes avec Lightning aussi. Tu as des problèmes de liquidité, on connaît. Les gens, finalement, ils s'en rendent pas compte. Je veux dire, quand vous avez toute cette communauté qui utilise Lightning, derrière, est-ce qu'eux, ils comprennent ce qu'ils utilisent ou finalement, la solution est là, elle marche et ça suffit pour les gens? C'est toujours la question, est-ce que les gens vont savoir qu'ils utilisent Lightning ou pas? Non, mais l'analogie que j'aime utiliser, c'est que je pense qu'à peu près moins de 0,01% des gens qui utilisent une carte Visa savent ce qui se passe derrière. Ouais. Et c'est pas grave, ça marche. Ouais, ça marche. Le système de paiement actuel, Fiat, est un système qui est extrêmement complexe, qui est pour moi plus complexe que Bitcoin, parce que l'accès à l'information, elle n'est pas publique. Et tu utilises une carte de paiement Visa, tu sais pas ce qui se passe. Et c'est pas grave en fait, et ça marche. Et aujourd'hui, personne ne remet en question, ok, quand je mets ma carte Visa dans ce terminal, qu'est-ce qui se passe derrière? Personne ne se pose cette question-là. En fait, c'est pas grave. Et ce qui est intéressant au El Salvador, c'est que les gens en fait, ont un besoin, ils ne se posent pas la question de dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Non, ils l'utilisent. Et pourquoi est-ce qu'il y a un taux d'adoption qui est important? C'est parce que c'est une approche qui est très pragmatique. C'est pas je vais t'expliquer ce que c'est Lightning, je vais t'expliquer les canaux, je vais t'expliquer que tu dois avoir de la liquidité. Non, c'est voilà une wallet. Ça marche. Tu as un QR code, tu vas envoyer 5 $, tu mets 5, tu scannes le QR code, tu fais entrer, tu as envoyé 5 $ et ça marche. Et voilà. Et c'est comme ça que les gens sont onboardés. Il n'y a pas de théorie, il n'y a que de la pratique. Trop cool. Du coup, tu parles de 5 $, on parle d'El Salvador. Aujourd'hui, donc, on est passé de cette communauté de 3000 personnes à potentiellement beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Est-ce que tu l'as vécu, toi? Enfin, tu l'as vu, ce avant et après la loi, comme tu racontes? Ça fait un gros changement d'un coup là, dans l'infrastructure, dans toute la logique. Complètement. Alors, la loi a été votée, si je ne dis pas de bêtises, le 5 juin, donc ça fait un peu plus de 2 mois. Et la loi est effective le 7 septembre. Ouais, c'est ça, c'est dans 12 jours ou 11 jours par rapport à quand on shoot la vidéo à Surfing Bitcoin. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont venus et bravo à l'équipe, j'en profite. La loi, ça change tout. Enfin, ouais, et du coup, là, c'est encore beaucoup d'inconnus sur ce qui va se passer le 7 septembre. C'est évident que mettre un pays sur Lightning en 3 mois, c'est un gros challenge, on va dire. Du coup, qu'est-ce qui va se passer le 7 septembre? Personne ne sait. En gros, à quelle vitesse l'adoption va être. Il y a aussi une question importante de est-ce que donc la loi, quand on lit le texte, c'est une loi qui est très courte, très bien rédigée. Il y aura les liens dans les descriptions, je l'ai lu, c'est rapide si vous savez lire anglais, donc c'est en anglais également ou en espagnol. C'est en espagnol, la loi est en espagnol, elle est traduite en anglais. Yeah, il y a quelques points intéressants dans la loi. Il y en a un qui est que déjà il n'y a pas de Lightning dans la loi, mais il est évident que scaler des transactions pour un pays en entier, même si El Salvador est un petit pays de 6 à 7 millions d'habitants, on-chain ça ne marchera pas. C'est évident. On est tous d'accord. Surtout pour les problèmes de paiement que tu as dit avant. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure. Personne n'a de système. Par exemple, je suis une banque, j'intègre Lightning. Comment je fais? En fait, il n'y a pas de provider qui permet de dire tiens, c'est pas grave, je te donne un système, ça marche pour 1 million d'utilisateurs. Même pour les marchands, comment avoir un système qui va permettre d'avoir peut-être 10 000 paiements de terminal. Walmart, qui est le plus gros marchand physique dans le monde, ils sont au El Salvador. Comment est-ce que tu intègres pour Walmart? Donc Walmart, c'est un peu le Carrefour, mais aux États-Unis, qui est aussi au El Salvador. Comment tu intègres Lightning à leur infrastructure, tu vois, avec leur système IT Donc évidemment, 7 septembre, j'imagine que la plupart de ces gros marchands, en fait, n'auront pas eu le temps d'intégrer Lightning, juste parce que intégrer Lightning, ça prend du temps. Et
Du coup, ce que j'imagine qui va se passer, c'est que la majeure partie des restaurants qui sont juste une personne, deux personnes, en fait, c'est assez simple parce qu'eux peuvent utiliser une wallet Lightning traditionnelle. Donc, tu télécharges, ça peut être Note Wallet, Bitcoin Beach Wallet, mais ça peut être Phoenix, ça peut être Blue Wallet. Et ça marche si tu n'es qu'une ou deux personnes. Après, si tu es dans une chaîne de restaurants et que tu as aujourd'hui déjà peut-être 200 terminals de paiement par carte bleue et tout, tu peux pas juste dire tiens, chaque personne télécharge sa wallet et à la fin de la journée tu m'envoies les sats que tu as reçus. Ça marche pas. Il faut une intégration dans un système d'infrastructure qui est ça qui va être impressionnant parce que Walmart c'est l'exemple typique. Ils vont être obligés, légalement ils sont censés devoir accepter Bitcoin le 7 septembre. Alors ce qui est intéressant dans la loi aussi, c'est qu'il dit la loi dit autre chose. Elle dit, je crois que c'est l'article 14, dit si pour des raisons techniques les personnes ne peuvent pas recevoir Bitcoin, ils ne sont pas obligés. La manière dont pour moi ça a été interprété par la communauté de manière générale, c'est de dire oui effectivement, si je suis El Salvador est un pays qui n'est pas aussi développé que la France. Il y a des endroits dans lesquels il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de connexion, mais il y a aussi pas mal de gens qui ont simplement pas d'internet ou qui juste achètent des datas pour leur téléphone mobile, mais ils n'ont pas de la data de manière permanente. Du coup, s'il n'y a pas de data, ben ouais, effectivement, comment je fais pour recevoir un paiement? Je ne peux pas. Et du coup, forcer l'utilisation de Lightning ou de Bitcoin pour ces gens-là n'a pas de sens. Du coup, la loi peut être interprétée par ok, les consommateurs qui ne peuvent pas recevoir Lightning, on ne va pas leur imposer le fait qu'ils… Voilà. J'interprète cette loi d'une autre manière qui est aussi finalement pour les marchands ou les banques qui n'auront pas le temps en fait, de faire l'intégration. Et du coup, ça peut être interprété de deux manières. Une vraie question, c'est comment est-ce que le gouvernement va ou ne va pas enforcer cette loi, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de me dire, Walmart, là, ils ont une chance, on va dire, de créer l'infrastructure à petite échelle pour après la mettre ailleurs, parce qu'ils ne vont pas s'embêter à recréer tout. Là, c'est un crash test pour eux, donc s'ils se mettent à dire, ok, on accepte Lightning, Bitcoin, c'est un petit marché, peu de liquidité, ils peuvent tester, ils peuvent rater. Au pire, dans la balance sheet de Walmart générale, ça ne change pas grand-chose pour eux. Par contre, le jour où d'un coup il y a un deuxième pays, le jour où aux États-Unis ils veulent commencer à le faire, ils auront du coup déjà cette infrastructure en place. Ils peuvent simplement la scale up et ça permet quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que Walmart auront énormément d'avantages comparé à plein d'autres enseignes aux États-Unis qui, le jour où ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être un intérêt. Tu parles d'Amazon? Voilà, Amazon, mais pas importe. Le jour où il va commencer à avoir cette FOMO du Bitcoin d'un point de vue paiement, on va dire. Bah eux, ils auront déjà l'infrastructure, ils auront déjà des gens qui ont bossé dessus et les gars plus hauts vont se dire bon attends, comment on a fait au El Salvador? Est-ce qu'on peut l'implémenter aux US? Quelle régulation? Comment faire? Et est-ce que tu le vois comme ça? Est-ce que tu te dis toutes ces grandes enseignes américaines internationales vont devoir créer les outils pour Bitcoin à plus petite échelle ou comme les hôtels finalement ils vont se dire bah non, on s'en fout, on respecte pas la loi, on s'embête pas avec Bitcoin, c'est encore trop petit? Je sais pas. Hein. C'est une bonne question. C'est là où moi, à chaque fois, je me dis, mais attends. Mais que, évidemment, le scénario idéal, c'est tout le monde utilise Lightning dans 2 jours. Ce ne sera pas le cas. Mais, je crois pas une seconde. Et ça va prendre du temps. Aussi parce que les outils ne sont pas là. Nous, on est en train de travailler on a une wallet aujourd'hui qui est une wallet utilisateur, consumer. On est en train de travailler sur la partie marchand. Pour avoir, voilà, je suis un marchand, j'ai envie d'avoir 100 terminals de paiement avec un système de nodes redondants derrière, quelque chose qui peut scaler à ok, je peux faire 1 million de paiements par jour. Voilà, l'infrastructure n'existe pas, mais ça va être ce projet-là est finalement un des meilleurs moyens aussi de construire la partie logicielle qui va permettre de scaler Lightning. C'est un crash test réel qu'on va vivre. Un crash test réel. Et moi, je trouve ça trop cool. L'idée est vraiment de dire ok, il faut que ça marche en fait, parce que c'est aussi un des risques finalement de ce projet. Et beaucoup de gens dans la communauté Bitcoin célèbrent déjà le fait que ok, le pays adopte Bitcoin. Moi, avant de vraiment célébrer ça,
j'ai envie de savoir, ou en tout cas j'ai envie de voir plutôt que ça fonctionne et que ça va dans la bonne direction. Il y a un risque qu'il y ait un pushback, on ne sait pas. C'est pour la première fois dans le monde qu'un pays accepte et mandate l'utilisation de Bitcoin. Et est-ce qu'on est prêt, tu vois? Alors cette petite coupure, n'oubliez pas de liker, merci beaucoup à toi d'être ici. Il y a une vraie adoption également, donc le gouvernement a fait la loi, mais elle l'implémente. Elle va faire un airdrop de quasiment 30 $ à tous les citoyens avec le portefeuille du gouvernement. Comment est-ce que ça va être mis en place? Est-ce qu'il y a déjà les gens qui peuvent télécharger leur portefeuille? Est-ce qu'on a des chiffres un peu par rapport à ça? Est-ce que tu as un petit peu d'insight sur ce thème? Alors le gouvernement va donner effectivement 30 $. A priori, ce sera converti en SAT au moment donné où ils recevront leur airdrop. C'est un airdrop en SAT, c'est génial. Ouais, un airdrop en SAT, on est content nous. Et ça représente pas mal d'argent pour l'économie. 30 $, c'est le salaire moyen au El Salvador, c'est 400 $. D'accord. Et 30 $, c'est pas négligeable. Surtout un gouvernement qui peut pas imprimer sa monnaie, donc il prend des risques en faisant ça. Il peut pas imprimer les SAT. Les SAT ne sont pas imprimables, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a décidé aussi de faire leur propre wallet, qui s'appelle la Chivo Wallet, qui normalement est censé arriver le 7 septembre, le jour où la loi... Ah oui, alors eux aussi, ils sont en dernier rush. Ils sont en dernier rush. Et on ne sait pas comment cette wallet va fonctionner. On ne sait pas encore si elle va être Lightning enabled le premier jour. Il y a pas mal d'inconnus là-dessus. Mais il y a aussi pas mal de questions au niveau de est-ce que le gouvernement a besoin de faire une wallet et pourquoi? Parce que finalement, du coup, on a le wallet va vouloir onboarder. Donc il va falloir faire du KYC pour avoir les 30 $. Ce qui est normal quelque part, parce que le gouvernement, autrement, pourrait difficilement donner 30 $ à chaque citoyen s'ils ne savent pas qui c'est. Bon, il y aurait probablement beaucoup de scams s'il n'y avait pas de KYC, mais du coup un des effets de bord de ça, c'est-à-dire que la wallet du gouvernement du coup devient une wallet qui est complètement KYC, et il y a des questions de où est-ce que ça va nous amener? Est-ce que c'est une sorte de mix entre les banques centrales digitales et CBDC que finalement en tant que bitcoiner on n'aime pas trop, parce que finalement c'est un peu le côté ok, le gouvernement qui finalement voit tout ce que... C'est le cheval de Troie, on s'est mis le cheval de Troie, bah là il est opposé, c'est le gouvernement qui donne les SAT. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sur Bitcoin, donc c'est sur la meilleure monnaie dans le monde, ça c'est génial, mais le côté la gouvernement officiel du wallet, la gouvernement officiel du gouvernement, bon, c'est une question de comment ça va évoluer, on ne sait pas, mais voilà, il y a pas mal de personnes qui sont au El Salvador qui sont... Donc il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui pensent que le président actuel, c'est le meilleur président que El Salvador n'ait jamais eu. Tous les présidents d'avant sont en exil ou ont été emprisonnés parce qu'ils ont pris dans la caisse. Il y a le degré de corruption, et c'est d'une manière générale en Amérique centrale, pour les gouvernements, est assez élevé. Là, c'est un nouveau président, Bukele, qui est super jeune, qui a même pas 40 ans. Qui utilise très bien les réseaux sociaux, donc c'est un peu du sang nouveau pour El Salvador, mais c'est un président tout nouveau aussi, donc il y a une question de voilà, comment est-ce que ça va évoluer ça, les gens... Il prend beaucoup de risques quand même. Enfin, il prend beaucoup de risques, et tant mieux, et ça peut être la meilleure chose qui arrive pour El Salvador, ça va peut-être être le prochain Singapour, quoi. Ça va être, il va y avoir énormément d'investissements, peut-être que... C'est la vitrine Bitcoin du monde en crash test. Et à chaque fois qu'ils vont vouloir faire des choses, on va voir si ça marche, qu'est-ce qui peut être copié. Donc ça peut être super bien, et ça peut du coup ça peut devenir peut-être la capitale financière en Amérique centrale. Il y a énormément de choses très positives qui peuvent arriver suite à cette loi-là. Mais c'est aussi, voilà, on est dans un sentier non battu, et on ne sait pas. Et notamment la wallet du gouvernement, c'est une des questions. Quelles sont les motivations? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas laissé faire finalement? Le gouvernement doit, il y a quand même des logiques à un gouvernement, ils vont devoir taxer, donc il doit avoir une traçabilité, un suivi, et ça va aller avec. Parce que si
J'imagine mal un gouvernement dire allez-y, tous Bitcoin, tous anonymes, et on crée une économie 100% capital anarchiste, libertarien, du jour au lendemain, quoi. Après, il y a voilà, beaucoup de gens aussi, dans les gens qui ont des sociétés importantes au El Salvador, sont aussi, aiment se dissocier du gouvernement. Donc, est-ce que ces gens-là vont utiliser la wallet officielle du gouvernement? Peut-être pas. Et on n'est pas obligé de les prendre. Enfin, c'est pas, y a rien. Parce que tu parlais de CBDC, c'est quand même, bon, ça reste Bitcoin, donc c'est très bien, on est d'accord. Les gens peuvent choisir de ne pas le prendre s'ils veulent pas donner leur pièce d'identité. Ils peuvent intégrer Bitcoin, Lightning avec ton wallet ou n'importe quelle autre wallet comme on les a cités. D'ailleurs, il y a des tutos sur les wallets Lightning si jamais ça vous intéresse, hein, les gens. Et donc, ils pourraient très bien intégrer tout ce que le gouvernement essaie de faire sans forcément passer par le gouvernement. Donc, c'est quand même plutôt positif. Tout à fait. Ouais. Après, c'est beaucoup quelle va être l'éducation faite aussi. Tu vois, est-ce que l'éducation faite, c'est bon, voilà, c'est la wallet à utiliser. Est-ce qu'il va y avoir l'éducation sur les wallets non custodiales ou sur le fait qu'il y ait des wallets alternatives custodiales? Les deux pourront interagir aussi. Enfin, est-ce qu'il serait capable de faire? C'est l'idée, c'est l'idée. Oui. Ouais. Ça, je pense que c'est un acquis que ce ne sera pas une un fermé Lightning. Ouais, non, ce sera quelque chose qui sera ouvert. Ouais. Je peux raconter quelques anecdotes. Le fait que aussi, ce qui est intéressant, c'est que Bitcoin au début était vraiment à El Zonte, les gens, quand ils interagissaient avec Bitcoin, c'est vraiment par rapport à Bitcoin, de ce qu'ils en pouvaient en lire, mais ils avaient un avis assez neutre sur finalement la technologie ou la monnaie en soi. Il y a quelque chose que j'ai vu qui est assez intéressant, ça a été maintenant Bitcoin, c'est un peu la monnaie du gouvernement. Et du coup, si je suis, par exemple, je suis contre le président, je suis du parti adverse ou je suis, voilà. Bah du coup, en fait, je n'aime pas Bitcoin parce que Bitcoin c'est la monnaie du président. Et non, moi j'ai pas envie d'utiliser la monnaie du président. Et c'est super intéressant de voir que Bitcoin devient politique en fait. Alors que la promesse de Bitcoin, c'est que c'est la première monnaie qui n'est pas finalement associée à un État. Et là, bon, ça je pense que c'est juste un passage un peu transitoire où les gens, il faut qu'ils apprennent ce que c'est que Bitcoin et qu'en fait non, le président El Salvador ne contrôle pas Bitcoin. Mais c'est une sorte de pushback assez intéressant que j'ai vu, que j'ai vécu, et les gens qui me posent des questions. On est quand même passé d'une communauté donc, de 3000 à 5000 personnes à 6 millions de personnes qui d'un coup doivent découvrir ce que c'est Bitcoin. Et c'est quoi le ressenti général? Parce qu'il y en a plein qui étaient complètement, j'imagine, ne connaissaient absolument pas Bitcoin avant que leur président l'annonce. Ouais. Et aussi ce que je vois, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui se disent bon, ok, je vais m'intégrer au Lightning, à la limite pourquoi pas, ça peut avoir des bénéfices par rapport au réseau de paiement existant. Mais beaucoup de ces gens-là ne veulent pas être exposés à la volatilité du Bitcoin. Et en fait, on est en train de créer et de voir vraiment de manière assez claire le fait que Bitcoin va peut-être être deux choses. Le premier, c'est le côté valeur refuge, store of value, qui est ok, j'ai mes Bitcoins voilà, j'attends à la limite plusieurs années. Et statistiquement, en tout cas au jour d'aujourd'hui, c'est une bonne idée de les garder voilà, plusieurs années. Et ça, c'est vraiment le côté protection contre l'inflation et tout. Mais Lightning, peut-être, va devenir son propre système en soi, qui est un système de paiement, mais qu'on va pouvoir utiliser de manière assez indépendamment du côté store of value. Et par ça, l'idée, c'est de dire, ok, je suis un marchand au El Salvador, je suis Walmart par exemple, mais Walmart, j'ai pas envie de me dire, ou Tesla peut-être. Encore que Tesla a des bitcoins. Ce qui est intéressant, Tesla va devoir accepter Bitcoin au El Salvador, c'est un mandat. Donc, j'aimerais aller dans le shop le 7 septembre et dire bon allez, maintenant vous devez accepter Bitcoin. L'écologie c'est fini, il n'y a pas le choix. Mais ok, prenons Walmart. Moi, je dis, ok, je m'intègre à ce système de paiement, mais j'ai pas envie d'être soumis à la volatilité de Bitcoin. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? J'accepte, donc je reçois des sats, mais je fais la conversion automatique vers Bitcoin dès que je les reçois. Et si je dois en envoyer, en gros, j'achète des Bitcoins et hop, je les envoie sur Lightning.
Et on va probablement voir se développer dans les années à venir, ce qui est très bien pour l'effet réseau de paiement de Lightning. Dans pas mal de pays, des wallets ou des marchands qui vont dire « Ok, j'accepte Lightning, mais pour des raisons opérationnelles, je ne peux pas nécessairement garder ça sur ma balance sheet. » Et ça, je trouve ça fascinant parce qu'en fait, ça va peut-être être le début de cet effet de réseau où dans tous les pays du monde, on va commencer à se plugger à l'écosystème Lightning, mais sans pour autant considérer Bitcoin pour un système de valeur refuge. Et ça, je trouve que c'est fascinant parce qu'en fait, si on réfléchit un peu à la logique derrière ça, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Ça se trouve, Lightning va décoller extrêmement rapidement. Il y a un effet de réseau dans les systèmes de paiement qui est exceptionnel. Notamment si tu commences à considérer que ok, El Salvador, ça y est, ça c'est sur Lightning, les gens ont des wallets Lightning dans ce pays-là. Il y a aux US des wallets qui sont, tu peux faire la conversion US vers Lightning, c'est en train d'arriver en Europe, il y en a en Afrique. Et c'est aussi nous, finalement, ce qu'on imagine, Galoid, la société que j'ai fondée, c'était de dire, on crée un logiciel open source où tu vas pouvoir créer pour ta propre communauté ta propre wallet. Et aussi, tu vas pouvoir intégrer, si la régulation le permet, à ton propre système bancaire. Et c'est d'offrir dans tous les pays du monde une ou plusieurs Lightning Wallets qui s'intègrent au système fiat local et qui va pouvoir faire cette conversion instantanée. Et l'effet de réseau, si ça marche, c'est juste immense parce que d'un coup, tu vas pouvoir dire « Ok, je vais pouvoir envoyer des sats des US en France, au Kenya, en Afrique du Sud, à Singapour et au Pérou avec des frais qui sont quasiment nuls. » Et en fait, aucun système de paiement aujourd'hui peut être en compétition avec ça. C'est un effet de réseau global. C'est la première fois qu'on a un système de paiement qui va pouvoir être complètement global, instantané dans le monde. Et ouvert, tu n'as pas besoin de permission. Et ouvert. Et c'est ça. Et le système ouvert, c'est probablement un des points les plus importants. La raison pour laquelle j'ai dit je vais aller au El Salvador pour faire ce proof of concept, c'est parce que quand j'y suis allé, c'est en train de changer avec la loi Bitcoin, mais quand j'y suis allé et que j'ai commencé à faire cette expérimentation, il n'y avait pas il n'y a pas besoin d'avoir de licence pour faire la wallet. Et ça c'est génial parce qu'en fait, spécialement en Amérique latine et en Afrique, qui sont pour moi les deux terrains très fertiles pour avoir ces wallets-là, il y a des entrepreneurs qui vont juste dire, tu sais quoi, je vais peut-être forker notre code, peut-être utiliser une autre wallet et je vais offrir Lightning à ma communauté parce que je pense que c'est un moyen pour ma communauté finalement d'avoir une meilleure vie au final. Et ça, je pense que c'est un des tipping points qui va faire que Lightning, il y a très peu de gens qui, je pense, apprécient à quelle vitesse l'adoption peut être exponentielle très 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 rapidement. J'ai une question, je ne sais pas comment les États-Unis perçoivent l'adoption du Bitcoin comme monnaie nationale au Salvador par rapport au fait que évidemment ça fait concurrence au dollar américain. Est-ce que tu sais comment réagit un peu les États-Unis vis-à-vis de ça? Alors les États-Unis c'est vaste, mais je sais que par exemple l'IMF et le World Bank, en français c'est le FMI et la Banque mondiale, sont contre d'une manière générale. L'argument utilisé pour moi c'est l'argument toujours qu'il y a, ça fait bouillir les océans et c'est pour ça qu'on n'aidera pas l'adoption. Donc globalement les institutions financières sont assez contre. Et en fait une des raisons pour laquelle il est possible que pourquoi 90 jours? En fait 90 jours c'est très court. Mais il est possible que le président en fait au El Salvador se dise si je laisse 1 an pour l'adoption, en fait ça va permettre aussi peut-être aux États-Unis, à la Fed de dire non en fait on ne veut pas.
90 jours, c'est compliqué. Du coup, c'est un temps qui est très très court, trop court en fait, hein, clairement. Mais même quand il a fait passer la loi, entre le moment où il a annoncé, ça a été voté, il y a eu quelques jours, enfin 3 jours. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi il y a eu 3 jours? Et c'est aussi, certaines personnes sont concernées par ça. Le président aujourd'hui au El Salvador a le contrôle du Sénat et de l'Assemblée. Donc en fait, il est un peu, il peut faire un peu ce qu'il veut. Et du coup, il y a des gens qui disent, ok, c'est son premier mandat. Pour l'instant, c'est un président qui a l'air très bien pour nous, mais comment est-ce que ça va finalement évoluer? Est-ce qu'il va vouloir garder les pouvoirs, rester longtemps président? On ne sait pas, mais il y a des gens qui ont des réserves par rapport à ça. Après, donc il y a, voilà, il y a les institutions financières finalement qui sont au top de l'échelon de l'économie fiat. Tu peux comprendre pourquoi ils ne sont pas très enthousiastes avec cette loi, parce que si ça marche, en fait, si ça marche, tous les pays d'Amérique centrale, et on est en contact avec d'autres pays, avec d'autres entrepreneurs qui veulent lancer des wallets similaires à ce qu'on a fait pour Bitcoin Beach. L'effet viral peut aller très très vite. Et si tu lis des bouquins d'histoire où tu suis ce qui s'est passé en Allemagne avec la République de Weimar, en fait, la monnaie est entrée en hyperinflation en 2 ans. Et ça peut aller très très vite. À partir du moment où les gens arrêtent d'avoir la croyance dans la monnaie, c'est fini. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On n'est pas encore dans ce stade-là où les gens sont là à dire non, je veux plus d'euros, je veux plus de dollars. Mais bon, il y a de plus en plus quand même de questions sur l'inflation et pourquoi l'inflation. Et quand les gens commencent à faire le lien avec il y a peut-être une raison derrière ça, c'est peut-être pas juste transitoire. Mais t'as raison, les gens sous-estiment la vitesse de l'hyperinflation. Et c'était une phrase que j'aimais bien, c'était Guillaume Onick, un grand bitcoiner maximaliste, qui disait Bitcoin, Internet, on a pu handboard les gens sur 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, et c'était progressif. Bitcoin, on va peut-être être forcé de devoir handboard 2 milliards d'individus très rapidement. Alors, si ça part en cacahuète globale et que toutes les fiat en même temps commencent un petit peu à dégringoler et l'une emmène l'autre, on va se retrouver avec des centaines de millions de personnes qui vont devoir adopter Bitcoin dans un laps de temps qui est extrêmement court. Et c'est là où ça va être un autre crash test direct, en à quel point on peut scale rapidement, à quel point ça marche, à quel point le réseau tient. Bitcoin, on a un uptime de 99,9%. Lightning, plus que ça. Ouais, même plus, même 9,99. Lightning, ça marche. Ça va être tendu, ça va être super, mais... Ouais, alors Lightning, je pense pas qu'on soit prêt pour un milliard d'utilisateurs. On n'est pas prêt. Mais El Salvador, c'est la bonne. C'est quand même un cas qui. C'est très court, la 90 jours, mais c'est quand même une bonne sandbox pour aller à l'état d'après. Parce que là, du coup, on a une économie où on a besoin d'avoir on a besoin d'avoir les banques qui vont être dessus, on a besoin d'avoir les marchands qui vont être dessus, on a besoin d'avoir les utilisateurs. Alors des mineurs, El Salvador a dit qu'ils éliminaient. Comment ça va se passer? Tu as un peu d'insight par rapport à ça? Parce qu'ils vont faire miner avec des volcans. Enfin, là, on n'a pas fait de vidéo là-dessus, donc les amis, ne paniquez pas, mais on va parler de minage et de volcans. J'ai pas vraiment d'insight dessus. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que si le gouvernement arrive à faire cette opération, en fait, ils vont pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est un peu la logique de OK, qu'est-ce que le gouvernement va pouvoir faire avec ça? Et s'ils arrivent à assurer qu'ils vont avoir tant de Bitcoin dans les années à venir, ils vont pouvoir dire OK, on peut faire un. Parce que maintenant, la difficulté, pour revenir à ta question, qui est de dire OK, maintenant l'IMF et le World Bank, c'est un peu El Salvador, OK, maintenant vous êtes on your own, vous êtes vous vous débrouillez quoi. Tu prends Bitcoin, tu retires les aides, c'est pas compliqué. Vous vous débrouillez. Et du coup, ça porte un nouvel challenge pour le El Salvador qui est de dire ok, maintenant la World Bank va pas pouvoir me faire de prêts. Et du coup, comment je me finance? Et une idée qui a été, je pense, suggérée, qui est de dire si il est assuré que le gouvernement va pouvoir avoir tant de Bitcoin dans les 5 prochaines années parce qu'ils ont
ils ont arrivé à sécuriser tant de mineurs et que voilà, ils savent que après c'est un système de probabilité, mais comment le hash rate va évoluer et tout ça, mais ils savent qu'ils vont pouvoir miner tant de Bitcoin dans les années suivantes parce que leur électricité elle est quasiment gratuite avec les volcans. Bah, du coup, ils vont pouvoir faire un prêt, en fait, essayer de remplacer en fait, le prêt qu'aurait fait le World Bank par un prêt auprès des Bitcoiners qui sait que les Bitcoiners vont savoir, ok, ils vont recevoir tant de Bitcoin en échange dans les années à venir. Et ça peut être un moyen pour eux super intéressant, un moyen alternatif finalement de financer certaines parties de leur économie. Et ça, c'est super intéressant. Une nécessité à miner. Parce qu'à un moment, s'ils en font leur monnaie, ils vont devoir la défendre et ils ne peuvent pas peut-être se permettre justement que tout le hash rate vienne d'ailleurs. Et donc ça va devenir une sorte de nécessité de protection, un peu comme dans l'armée. Enfin, c'est une partie de l'armée de devoir avoir un minimum de hash rate et de nœuds pour garantir que leur monnaie n'est pas attaquée, détruite. Non, je pense également aux game theory comme ça. Il y a aussi la game theory là-dessus, effectivement. Et si tous les pays, tous les États souverains font du mining, ben, c'est un moyen de sécuriser Bitcoin sur le très long terme. Et ça, c'est génial. Et c'est peut-être effectivement une des instances de ça. Je pense qu'à plus court terme, l'idée de comment financer El Salvador pour le gouvernement, c'est probablement plus important. Ouais, c'est sûr. Mais c'est bien vu l'idée de penser que si tu investis aujourd'hui dans le mining, tu auras un retour et du coup tu pourras te révéler. Il y a un article passionnant là-dessus qui a été fait par Arthur Hayes sur l'ancien, un des fondateurs de BitMEX qui s'appelle Surf No More, qui parle de ça, comment El Salvador pourrait créer leur propre monnaie éventuellement qui serait backée par Bitcoin. Et c'est un article qui est assez fascinant. Ouais, écoute Nicolas, merci beaucoup pour ton temps. Hein. Est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut te suivre? Où est-ce que c'est le mieux pour être... est-ce que c'est ton Twitter? Est-ce que tu as un blog, un site, ton portefeuille? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux viewers? Twitter, Nicolas Burté. Et aussi, on développe une wallet open source qui est aujourd'hui déployée à Bitcoin Beach. On a besoin de plus de contributions, donc si vous êtes un développeur et que ce qu'on fait vous intéresse, plus Lightning, c'est intense, un petit peu. Ouais, l'idée c'est d'avoir en fait un système bancaire open source basé sur Bitcoin. D'accord. Pour que je suis un entrepreneur en France, je suis un entrepreneur au Sénégal, je suis un entrepreneur au Vietnam. J'ai envie de développer ma propre wallet pour aider ma communauté. Je peux utiliser cette base de code pour avoir une wallet au lieu d'y passer un an. Parce qu'en fait, voilà, avoir une wallet qui utilise à la fois Bitcoin et Lightning, et il y a tout un tas de fonctions qu'on réajoute qui permet d'avoir une intégration à des systèmes de paiement locaux. Si tu veux tout faire toi-même, c'est un an et demi. L'idée, c'est d'avoir cette base de code qui est open source, qui permet à n'importe quel entrepreneur de développer leur propre wallet. Et si ce système-là existe, c'est robuste, ça peut aider Bitcoin parce que du coup, si on a des gens partout dans le monde qui créent leur propre wallet Bitcoin only avec intégration au système local, c'est une manière d'aider le Bitcoin. Donc voilà, si vous êtes un développeur, on a besoin d'aide. C'est quand même drôle de dire que la communauté Bitcoin, on fait tout en open source. Il n'y a pas beaucoup de communautés ou de... Alors oui et non, parce que nous, ce qu'on fait, je pense que c'est assez disruptif. Aujourd'hui, toutes les wallets non custodiales sont open source. Ouais. Toutes les wallets custodiales sont closed source. Et donc le open source Bitcoin, oui et non. Et c'est là où on essaie de disrupter un peu le marché. On va dire, si tu veux développer, ce qu'on fait, c'est du shared custody. Je peux entrer dans le détail, mais ok. Donc la wallet à Bitcoin Beach, donc c'est comme toutes les wallets qui finalement cherchent à scaler. Il y a à la fois du cold storage et du hot wallet. Si tu prends l'exemple de, je sais pas, Coinbase ou Kraken, la majeure partie des fonds, 99% des fonds, sont dans une multisig, cold storage, parce que c'est le moyen le plus sûr de sécuriser les fonds. Mais pour faire des paiements qui sont rapides, instantanés, évidemment, on ne va pas utiliser la multisig et demander à plusieurs personnes de se plugger et de créer une signature. Donc on a besoin d'avoir une hot wallet qui
qui a à la fois des fonds on-chain et Lightning si on va avoir les deux systèmes de paiement. Mais l'idée, c'est de construire cette infrastructure, ça prend vachement de temps, mais c'est aussi nécessaire si tu veux avoir une banque qui utilise Lightning et Bitcoin. Et aujourd'hui, tous ces systèmes-là sont tous closed source. Il n'y a aucun système qui est vraiment open source qui permet d'avoir cette sécurité. Et nous, ce qu'on essaie d'apporter à la... Ils le font pour une raison de sécurité. Ouais, tout à fait. Mais toutes ces boîtes qui font ça sont typiquement... Elles ne partagent pas leur code. Et nous, on essaie de disrupter un peu finalement l'accès à je suis entrepreneur, je veux créer ma propre wallet Lightning. Voilà, tu peux utiliser ce code-là et tu peux le forker et tu peux utiliser ça comme une base de code. Et on est disruptif de finalement la création de wallets pour l'écosystème Bitcoin. Parce que tous les autres finalement sociétés qui font ça aujourd'hui, elles font ça de manière closed source. C'est super. Donc tu disais que tu étais en contact avec d'autres pays, d'autres entrepreneurs qui voulaient le faire. Tu as une idée un petit peu de chiffres ou à quel point c'est... Alors, on a beaucoup de demandes aujourd'hui. On est limité sur notre capacité d'ingénierie. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore supporter d'autres wallets aujourd'hui. L'idée, c'est que dans les 6 à 12 mois, on en ait plusieurs qu'on puisse commencer à aider. Et ça va être probablement en Amérique latine, c'est là où il y a on a le plus d'interactions aujourd'hui. Et j'imagine que l'Afrique, c'est aussi, c'est là où il va y avoir énormément de demandes. Il y a aussi en Asie du Sud, je pense, il y a énormément de besoins là-dessus. Bon, on verra. On verra où va Bitcoin, où va Lightning. En tout cas, une fois de plus, on montre, grâce à des entrepreneurs comme toi et la communauté Bitcoin, de l'open source, d'essayer d'apporter une vraie solution aux personnes qui en ont besoin finalement, parce que clairement les régions que tu as citées, c'est celles qui souffrent le plus du système traditionnel, c'est celles qui ont le plus besoin d'un système de paiement efficace, c'est là où l'adoption va venir. Enfin, nous on a la réserve de valeur, mais il y a autre chose que simplement la notion comme on l'a bien vu. Ouais, et j'en arrive même à penser parfois, je suis peut-être trop exposé à ce qui se passe au El Salvador, mais j'en arrive à penser, il est possible que l'adoption de Bitcoin se fasse non pas par le système, non pas par la réserve, mais peut-être par le côté paiement. Ce qui est très, pas controversé, mais il n'y en a pas beaucoup qui pensent mais ça. Ce qui peut être le cas, parce que, en tout cas au El Salvador, les gens adoptent Lightning parce que finalement, sinon ils utilisent du cash, et le cash c'est bien, ça a des propriétés. Et nous vous demandons votre plus vive attention pour vous donner les quelques informations sur la réglementation de la plage de Biarritz. Dans un premier temps, la zone de bus se trouve uniquement entre les deux drapeaux bleus. C'est comique. Entre les deux drapeaux bleus. Grappé sur les rochers en face de la grande plage est comme ça, où il y a vraiment les gens qui veulent pas... La présence de nos amis canins sur le sable est également interdite. Pour moi, en France, tu vas vouloir utiliser BTCP Server ou un peu. La régulation, elle est compliquée. En fait, c'est pas qu'elle est compliquée, elle va devenir plus compliquée encore dans 2 ans, de ce que j'en comprends avec Mika. Je sais pas, je suis pas sûr qu'en Europe ce soit le terrain le plus fertile. Je pense pas non plus. J'aimerais, mais... donc j'étais en train de dire le cash, j'étais en train de parler de... Ouais, non, c'est ça. Donc tu as vraiment un point de vue très différent des bitcoiners. Pour toi, c'est les paiements. Tu verrais plus une adoption de masse de bitcoin par le système de paiement et non pas le réserve de valeur. Ouais. Je suis probablement trop exposé à El Salvador, mais en tout cas, les gens là-bas, ils n'ont pas d'accès au système bancaire, du coup ils utilisent du cash. Et le cash a des propriétés qui sont intéressantes, qui est la finalité instantanée. Une fois que j'ai récupéré mon billet, la transaction est faite. Il y a aussi, en termes de données privées, il y a très peu d'informations qui sont exposées avec du cash. Mais ça s'arrête là. Et d'un coup, il y a un système qui est tellement mieux, et avec Lightning, et il y a des milliards de personnes qui n'ont pas d'accès au système financier. Et du coup,
je crois qu'il y a entre 2 et 3 milliards de personnes qui n'ont soit pas d'accès, soit un accès très réduit. Et je ne serais pas finalement surpris que l'adoption de Bitcoin de masse soit par le système de paiement et pas nécessairement par le système de valeur refuge. Je pense que c'est le consensus aujourd'hui dans Bitcoin, c'est que ça va arriver par finalement le store of value. Je ne serais pas surpris que ce ne soit pas le cas et que ce soit le paiement qui domine, ce qui serait génial. Ce serait génial, ça permettrait aux 2,5 milliards d'avoir des Satoshi et de l'utiliser, et en même temps les personnes qui sont dans le système déjà implémenté, ils ont également du Bitcoin, mais pas pour la même raison. Mais finalement les deux se retrouvent, vu que c'est le même réseau. Et c'est un avis aujourd'hui qui n'est pas partagé par beaucoup de gens encore, mais en tout cas c'est un avis que j'aime beaucoup. En tout cas c'est un scénario que j'aime beaucoup réfléchir à ce scénario-là. Aussi parce que l'effet de réseau Lightning est quelque part... L'effet de réseau d'un système de paiement est juste immense. Tout le monde envoie des paiements tous les jours et on réfléchit finalement au paiement. Je ne sais pas si on réfléchit plus que la valeur refuge, mais au El Salvador, les gens n'ont même pas de notion de ce que c'est que le saving en fait. Pour eux, c'est pas... Ils ont toujours vécu, en tout cas à El Zonte, on dit aux États-Unis paycheck to paycheck, mais là-bas c'est peut-être même parfois au jour le jour. C'est ok, aujourd'hui je reçois mon salaire du jour et ces gens-là, voilà, l'idée de valeur refuge pour eux, ça leur est totalement étranger. Et j'ai envie de croire que voilà, pour plusieurs milliards de personnes sur Terre, c'est le cas. Et si tous ces gens-là n'ont pas accès, aujourd'hui n'utilisent que du cash pour faire les paiements, j'imagine très bien un scénario dans lequel la viralité pour Bitcoin vient du paiement et ne vient pas du store of value. Et justement, c'est ce que tu dis, je trouve ça intéressant et je me demandais, aujourd'hui Bitcoin il est volatile, il n'y a pas de doute, et est-ce que justement le fait qu'il soit volatile ne va pas un peu inciter les Salvadoriens à vouloir garder en réserve justement le Bitcoin plutôt que le dépenser en se disant merde, demain, peut-être tant mieux, demain il va prendre 20% et aujourd'hui il en a perdu 5, ça me fait chier du coup d'être soumis à cette volatilité. Est-ce que ça pousse pas un peu à l'épargne et qui limite la consommation des Bitcoins dans le réseau et sur le Salvador? Alors la question de la volatilité, c'est en tout cas au début c'est une source de problèmes, des questions, parce que il faut imaginer les gens sont exposés au Bitcoin sans avoir une éducation financière. Il y a des gens qui utilisent notre wallet qui ne savent pas lire, qui sont illettrés. Ou peut-être qu'ils savent lire des chiffres, mais bon, ils ne savent pas écrire. Et du coup, ils sont, ben voilà, là j'ai $10 dans ma wallet, ça représente 10 000 Satoshi. Et le lendemain matin, j'ouvre ma wallet et j'ai $9,50. Et leur première réaction, c'est de dire, mais en fait, c'est un scam. Pourquoi? Et du coup, ça prend du temps avant de dire, ok, en fait, alors dans la wallet, c'est des sats. Il y a un équivalent en dollars, parce que les gens réfléchissent en dollars. Et tout le monde réfléchit en dollars encore, ou en euros. Même quand j'envoie un paiement en Bitcoin, la plupart du temps, je calcule un équivalent en dollars ou un équivalent en euros. Mais du coup, au début, il y a une période d'éducation qui est assez longue, qui est au début, ok, je reçois des paiements, mais en fait, ouais, la valeur, elle change, donc peut-être que je n'ai pas envie d'avoir les garder. Ah, en fait, ouais, non, en fait, hier, j'avais $9,50, maintenant, j'en ai 11. En fait, non, c'est pas mal, pourquoi? Et ça prend du temps. Et je pense que pour vraiment comprendre, en fait, tout Bitcoiner, je pense, a eu cette période d'éducation où au début, on dit, mais pourquoi? J'en ai entendu parler quand tout le monde entend parler. En général, c'est le pire moment pour investir et c'est là que la plupart des gens, je pense, investissent au début. Et après, ok, le prix est divisé par 2. Et je pense qu'il faut faire un cycle pour vraiment, tu vois, savoir dire, ok, en fait, non, en fait, c'est la monnaie du futur. Et donc j'imagine que oui, en fait, c'est une éducation financière, le fait d'aller avec ce cycle de boom et
et bust. Mais ça ne se fait pas de manière instantanée, quoi. Ça prend du temps. Il y a un programme d'éducation mis en place du coup, autour de ça, au Salvador, pour sensibiliser justement. Alors dans la wallet qu'on a, on a un système de quiz où on a une vingtaine de questions qui sont des questions assez simples où on dit qu'est-ce que la monnaie, qu'est-ce que le mining. Et il faudrait qu'on étende la liste à une centaine de questions. Et les gens qui font ce questionnaire-là, chaque fois qu'ils répondent, ils ont un sats ou 5 sats. Et du coup, c'est une manière pour nous de leur donner, tu vois, une centaine de sats pour que, voilà, ils aient quelques dizaines de centimes dans leur wallet, qu'ils puissent commencer à dire ok, je vais pouvoir maintenant peut-être envoyer 50 sats à quelqu'un que je connais et les gens peuvent commencer à appréhender un peu le système de paiement. Donc, on a dans la wallet un système d'éducation. Après, il y a ce que beaucoup de gens font dans la communauté. Le programme qui a été mis en place, c'est d'éduquer les gens et ça, c'est un travail manuel. C'est le travail le plus important, mais c'est aussi d'aller voir les gens et de leur dire voilà, on va vous apprendre à comment ça marche, le système de QR code, vous allez pouvoir envoyer. Les gens ont plein de questions et voilà, et ça c'est un travail qui est récurrent toutes les semaines. Nickel. Bon, Nicolas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Hein, il n'y a pas de soleil là à Biarritz, mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc vous pouvez le suivre sur Twitter comme il a dit, évidemment on aura tous les liens dans la description. Je vous invite à partager les vidéos sur les réseaux si vous avez aimé, évidemment soutenir ton projet, allez voir le code si ça vous intéresse. Il y a un site internet ou non, c'est quoi le plus simple, le GitHub? GitHub, Galoy Money ou le site internet galoy.io. Parfait, on aura tous les liens dans la description. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à vous et merci de soutenir ce projet et le contenu éducationnel. Désolé pour la voix, mais là c'est intense ces derniers jours à Surfing Bitcoin. Bravo à Joss et Jonathan pour l'organisation et j'espère vous retrouver très nombreux l'année prochaine à Surfing Bitcoin directement. Au revoir. Ciao. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.